Bonjour à tous, merci d'être venus alors qu'il fait très beau aujourd'hui. Euh, Nous, on va vous présenter un peu le travail qu'on a effectué. Le travail qu'on a effectué pour autour de notre bot qu'on est en train de changer, donc un bot de QSFK. Et donc, il se trouve que ce routeur sémantique, ça a été une brique qui a été assez centrale dans la conception de notre produit. Et du coup, on a hâte de vous présenter un peu ce qu'on a fait autour de ça. Mais tout d'abord, on va un peu se présenter. SNCF Connect and Tech, c'est l'entreprise qui est du co-éditeur de SNCF Connect, le site et l'application de services autour de la mobilité durable, donc qui permet évidemment de réserver des billets de train, mais pas que. En région parisienne, en fait, vous pouvez aussi, par exemple, recharger votre Navigo depuis l'application. Si vous êtes dans une autre ville, une autre grande ville, potentiellement, vous pouvez aussi utiliser notre application pour réserver des trajets urbains avec. Et du coup, ça représente environ 260 millions enfin 226 millions, excusez-moi, de billets vendus pour environ 1,5 milliard de visites par an. Et donc, au-delà de cette activité principale, on est aussi une ESN dédiée aux mobilités durables, où on va proposer donc de construire des projets et des applis pour des entreprises ou des collectivités locales, que ce soit des mairies ou bien des régions, pour justement leur permettre d'avoir eux aussi leur application autour de la mobilité et de la vente de billets. Plus particulièrement, moi c'est Xavier Charef, je suis data scientist depuis 6 ans maintenant à SNCF Connect and Tech. Et moi, c'est Com, du coup, je suis chez Connect depuis à peu près un an maintenant, en tant que data scientist aussi. Et du coup, au sein de l'entreprise, notre rôle, c'est essentiellement la construction de produits IA. Ça va être vraiment de la partie idéation, essayer d'identifier des opportunités de produits avec des product managers, jusqu'à la construction réelle des solutions et leur maintien, évidemment. Et en plus de cette tâche-là, on a un peu le fer de lance pour essayer d'acculturer les gens à l'IA, que ce soit pour identifier des produits, les aider à repérer des opportunités, mais aussi à comprendre les enjeux, notamment autour de l'IA générative, les recommandations de l'entreprise, et essayer de faire adopter des bonnes pratiques autour de ces sujets-là. Au-delà de ça, on a aussi le but de faire de la veille techno pour maintenir nos solutions. Voilà, c'est tout pour la petite partie réclame. Maintenant, on va passer vraiment au cœur du sujet. Ouais, donc comme l'a dit Xavier, en fait, notre routeur qu'on va vous présenter après, il s'inscrit dans le cadre de notre chatbot, donc Self-Care. Je vais juste redire, le Self-Care, c'est tous les dispositifs et les solutions d'auto-assistance qui sont aux mains des utilisateurs, en fait, qui ont pour but de, on va dire, améliorer et simplifier la relation client. Alors, on avait un bot historique que vous avez peut-être utilisé, d'accord? Qui recevait quand même un trafic assez important. Donc, c'est un peu plus de 600 000 conversations mensuelles, donc c'est plus de 20 000 conversations par jour en moyenne. Mais le regard en dit long, ouais, il y a eu des enquêtes utilisateurs qui ont été faites et globalement, les gens ne sont pas très satisfaits de ce chatbot pour des raisons assez simples, claires et évidentes. C'est qu'il y a une faible compréhension des questions, hein. Ça arrive beaucoup qu'on pose une question et la première réponse qu'on reçoit, c'est bah, j'ai pas compris votre question. La deuxième, c'est que les réponses peuvent être peu pertinentes et peu rapides, hein, beaucoup d'interactions pour au final arriver soit à une mauvaise réponse, soit juste encore une fois une incompréhension. Et enfin, le marché et les connaissances sont quand même assez complexes. Donc le bot a du mal à généraliser et répondre à toutes les questions possibles. Donc il y a quand même un point de douleur qui est remonté par les utilisateurs, mais qui était aussi remonté par nos équipes métiers derrière, parce que ce bot-là était en fait une sorte d'architecture en arbre de connaissances. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de questions à poser pour itérer dans l'arbre. Et nous, de notre côté, bah, ça faisait qu'on avait quand même un peu des doublons de base de connaissances à maintenir, que ce soit les foires en question disponibles sur le site pour que vous puissiez retrouver l'information, et en même temps l'arbre en lui-même, pour dès qu'il y avait une modification, il fallait tout remodifier de A à Z. Donc, quand on a eu besoin de retravailler ce bot, on avait besoin d'une solution qui était complète pour adresser la totalité du périmètre self-care, donc pour pouvoir répondre vraiment à toutes les questions qui pouvaient être posées. Donc, comme on l'a dit, c'est des sujets qui peuvent être assez variés.
Une solution qui est modulaire aussi, qui permet d'ajuster le niveau de précision en fonction des réponses. On a des questions dans la réponse en fonction des questions. On a des questions, il n'y a peut-être pas forcément besoin d'aller très dans le détail versus d'autres, ou au contraire, on a besoin d'amener beaucoup de précision. Modulaire aussi pour nous, si jamais on veut changer notre modèle, le modifier, bah, ça implique pas un gros changement prenant du temps, faut que ce soit très rapide et très simple. Maintenable, pour faciliter le quotidien des équipes, comme on l'a dit, éviter les maintenances de double ou triple base de connaissances qui peuvent du coup introduire des bugs ou des problèmes de version. Scalable aussi, pour tenir la charge en prod, parce que bon, 20 000 conversations par jour, il faut quand même les tenir, et accessible pour que l'outil reste quand même encore assez euh, rentable pour nous. Du coup, quand on a refait le projet il y a quelques mois maintenant, il y avait le RAG qui paraissait être une solution assez évidente à l'époque, notamment parce que quand on prend un RAG, tout d'abord, on va se baser à partir de nos FAQ et une fois qu'on les a coupés en chunks et qu'on les envoie dans notre vector store, eh bien, à partir du moment où vous avez un ordonnanceur qui va faire cette tâche-là régulièrement, bah, votre base de connaissances, elle est déjà maintenue. Et donc, une fois que le métier n'a plus qu'à mettre à jour les pages de FAQ et c'est tout. Donc ça, c'est réglé déjà un premier problème d'un point de vue métier, qui était, l'air de rien, intéressant. Mais ensuite, quand on regarde ce qui va se passer dans notre RAG, on va avoir une question utilisateur. Celle-ci va être d'abord envoyée évidemment à la Vector Store, où il va y avoir un search engine qui va venir trouver les chunks qui vont être les plus en phase avec la question, donc les plus pertinents. Ces chunks vont être remontés du coup dans un prompt avec la question. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce prompt, il va y avoir du coup le contexte, donc les chunks, la question, un tas d'instructions qui va être parfois des instructions métiers, le rôle dans lequel va devoir se placer le LLM pour pouvoir répondre à la question, mais aussi du chuchote où on va lui dire typiquement, voici une question type, une réponse type, pour que le LLM formalise des questions, enfin des réponses qui vont être dans la forme du standard de qualité qu'on souhaite avoir et avec le tone of voice, donc le ton de l'entreprise qu'on souhaite promouvoir. Ça, c'est un prompt qui va être le même, quel que soit le panel de questions. Et une fois qu'on a ça, on va avoir la réponse finale qui va être générée par le LLM. Le souci, c'est que nous, on va adresser des questions qui vont aller parfois de questions sur quand est-ce que mon billet va être ouvert, enfin mon train va être ouvert à la vente et je vais pouvoir réserver mon billet. On va avoir des questions sur j'aimerais bien échanger mon billet Wigo. Des questions comme j'ai un problème de paiement, qu'est-ce que je dois faire? Et du coup, on voit très vite qu'on a un panel très gros, comme disait Com, et avoir un prompt qui est unique, en tout cas d'un point de vue instruction, bah, parfois ça peut avoir ses limites, surtout si on souhaite aller plus loin dans certaines thématiques pour mieux répondre à la question de l'utilisateur. Et du coup, quand on fait le point, on s'est rendu compte que bah, nous, on connaît les thématiques qu'on doit adresser. On aimerait que notre chatbot puisse prendre en compte cette spécificité pour répondre justement aux problèmes que rencontrent les utilisateurs. Et du coup, ça paraissait évident de rendre modulaire le RAG. D'une part, parce que par exemple, on souhaite apporter des instructions supplémentaires, par exemple sur certaines thématiques, mais on peut aussi se dire que sur certaines thématiques qui seraient suffisamment faciles à traiter et peu critiques, pour par exemple déléguer un modèle plus petit qui puisse être plus rapide et qui puisse nous réduire les coûts aussi. C'est pour ça qu'on a vu le routeur sémantique en amont de notre système RAG comme étant une brique nécessaire. Elle est nécessaire pour ça, mais pas que, puisque comme on est dans une situation où on souhaite remplacer un bot déjà en service, se pose la question de comment on va déployer le système. Soit on peut le faire de but en blanc en disant j'ouvre toutes les thématiques, ou en se disant je vais ouvrir à une certaine proportion, mais du coup vous adressez tout. Et s'il y a des loupés, bah, ça peut vite faire mal, malgré tout. Nous, notre choix, ça a été de dire qu'on va lotir notre déploiement en vagues, avec au début, donc une vague 1 qui va être relativement faible et sur des thématiques peu critiques et sur lesquelles on a vu par nos tests métiers qu'on répondait plutôt bien. C'était notre vague test, en gros.
Et à partir de là, on a décidé de favoriser les thématiques sur lesquelles on performait bien dans nos tests et pour lesquelles on adressait la plus grosse part de volume. Donc c'est comme ça que s'est fait la vague 2 et la vague 3, et la vague 4 et la vague 5 qu'on est en train de préparer sont les thématiques les plus critiques et qu'on est en train de préparer là en ce moment même. Donc ça, c'était pour le déploiement aussi progressif et pourquoi notre routeur a un intérêt de ce côté-là. Donc concrètement, comment ça se passe? Comme l'a dit Xavier, donc le routeur, il est en amont en fait du système. Donc dès que vous posez une question, la première brique qui est appelée, c'est le routeur. Le routeur, il va nous permettre dans un premier temps de savoir si c'est une vague pour laquelle on a dit qu'on utilisait notre nouveau bot, ou alors au contraire qui n'est pas encore activé, pour lequel on n'est pas sûr. Dans ce cas-là, on redirige vers l'ancien bot, donc celui historique qui marchait pas très très bien. Donc ça nous permet de faire des activations qui sont très progressives et très réactives, donc en utilisant des features toggle, et en même temps des A/B tests pour mesurer l'incrément de notre bot versus l'incrément de notre nouveau bot versus l'historique, et par thématique. On peut faire des A/B tests, mais si on le fait d'un point de vue global, on n'a peut-être pas des informations très très précises. On s'imaginait qu'il y ait peut-être des thématiques où notre ancien bot, ce qu'on n'espérait pas, mais soit quand même meilleur que le nouveau. Donc ce routeur nous a permis de justement variabiliser nos A/B tests. Et comme l'a dit Xavier, on s'en sert aussi dans un deuxième temps pour savoir si c'est soit une thématique qui est activée sur le système RAG, ou alors si c'est une thématique qui est activée sur ce qu'on appelle un fallback, donc qui est une réponse pré-rédigée par nos équipes qui permettent de vous répondre. Le fallback est souvent activé si jamais il y a des problèmes, par exemple, sur le RAG. On ne sait pas, avec Entropy, qu'on a les API qui passent pas, il y a un problème quelque part. On peut directement, avec le feature toggle, dire on bascule sur le fallback, comme ça, il n'y a pas d'interruption du système. Et on peut toujours vous répondre, même si la réponse est quand même moins pertinente, ça nous permet toujours de l'avoir. Et enfin, comme a dit Xavier, le routeur, ça nous permet aussi de variabiliser nos prompts en fonction de la thématique pour adapter le plus possible la réponse du système. Alors maintenant qu'on vous a parlé un peu de l'utilité de notre routeur, il faut se poser la question de comment on va l'entraîner. Surtout que là, on parle d'annotations qui sont humaines. Donc quand on va commencer, en fait, on a pris le pari de se dire, bah, on est peu d'annotateurs. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que comme notre temps est assez limité et notre capacité à noter aussi, on a décidé de partir sur des thématiques assez génériques dans un premier temps et peu nombreuses. Tout ça pour adresser directement tout le périmètre et pouvoir vite fait se rendre compte de où sont les soucis de chevauchement entre nos thématiques. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a quelques chevauchements entre fonctionnalité et ouverture de vente. Les résultats, c'est que quand on commence à entraîner des modèles dessus, ça avait des performances assez faibles. De manière générale, lorsqu'on a noté nous-mêmes, on commence à avoir les points. Et du coup, grâce à ça, bah, on a itéré avec le métier et en redéfinissant notamment les thématiques sur les zones où il y avait du chevauchement pour faire émerger de nouvelles thématiques. Et c'est comme ça qu'on a pu aussi densifier notre dataset d'entraînement sur ces nouvelles thématiques. Et finalement, ça a été le meilleur compromis qu'on a trouvé pour réussir à noter suffisamment adresser déjà la totalité de notre périmètre, avoir des thématiques qui soient suffisamment grosses mais distinctes pour permettre un découpage qui soit quand même suffisamment de qualité par notre routeur, une fois qu'il va faire ses prédictions. Et voilà. Donc une fois qu'on a défini toutes ces thématiques sur un petit échantillon quand même de questions, on a voulu créer un dataset quand même bien plus gros pour fine-tuner notre modèle et qu'il soit le plus performant possible. Et pour ça, on est passé par de l'annotation croisée. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce que c'est. Imaginez un pool d'annotateurs, donc une équipe de 10 personnes qui doit labelliser 100 questions. Il y a plusieurs manières de le faire. Soit on donne 10 questions à chacun, donc chaque personne va noter 10 questions, nos 100 questions sont labellisées, mais on se soumet potentiellement à un biais personnel. D'accord, on n'a peut-être pas tous la même compréhension des thématiques. Soit on donne une question à au moins 2 personnes qui vont donner leur label et on prendra vote majoritaire, un peu comme certains modèles font. Ou alors on donne une question à l'ensemble de nos annotateurs et pareil, au vote majoritaire. Donc nous, on a choisi de faire ça pour justement réduire le biais, avoir un dataset de la meilleure qualité possible. Comment on faisait? Chaque question était annotée par au moins 2 personnes, donc ça nous permettait quand même d'avoir un bon compromis entre temps d'annotation et qualité.
Et si ces deux personnes n'étaient pas en accord sur le label de la question, à ce moment-là, une troisième personne recevait la question et devait choisir entre les deux labels possibles qui étaient donnés. Et pour faire ça, on a utilisé Prodigy, donc, qui est un projet que j'ai un peu semi-open source. Hein, vous pouvez l'utiliser, mais il y a quand même une licence à payer si vous voulez le déployer assez facilement, mais qui permet de donner une interface web pour annoter des données de différents types, que ce soit du texte, des images, des vidéos. On peut faire vraiment pas mal de choses avec Prodigy. Cette manière d'annoter, bah, l'avantage, c'est que ça nous a permis une meilleure annotation de nos données. On était un peu plus sûr quand même de la qualité du dataset. Et ça nous donne aussi une idée approximative des performances que peut avoir notre modèle. D'accord, si sur tout notre pool d'annotateurs, on a un niveau de concordance qui est de 50%, on ne va pas pouvoir s'attendre à ce que notre modèle classifie 100% des questions très bien. Donc, ça nous donne à peu près une première information. Par contre, c'est quand même plus chronophage que de donner une question à une personne et elle doit labelliser, etc. Donc, une fois qu'on a ce dataset d'entraînement créé, on a dû fine-tuner notre modèle et pour ça, on a choisi Ray. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Ray. C'est un framework open source pour le coup qui est déployable sur Kubernetes assez facilement, qui rassemble un grand ensemble de frameworks ML sous une même API pour pouvoir entraîner des modèles et les déployer aussi. Que ce soit pour faire du fine-tuning, que ce soit pour faire du serving ou de l'entraînement simple d'un modèle en particulier. Comme vous voyez, on peut passer de scikit-learn à XGBoost, TensorFlow, JAX. Il y a vraiment tout plein de frameworks qui sont représentés. Et vu que nous, on utilise des modèles qui viennent de GameFace, donc qui sont potentiellement assez lourds et qui nécessitent des GPU pour entraînement, Ray permet une configuration vraiment simplifiée d'un entraînement sur plusieurs workers, donc d'un entraînement distribué sur GPU, simplement en adaptant une scaling config et il s'occupe de tout derrière. Donc vous n'avez pas besoin de passer longtemps pour faire votre configuration, ça se fait à peu près tout seul. Et enfin, l'une des dernières choses qui est assez intéressante avec Ray, c'est qu'en fait, vous développez en local et vous pouvez envoyer très rapidement sur votre cluster Ray pour tester votre code. Et si le code marche, eh ben, il n'y a aucune raison qu'en production, une fois déployé, ça ne marche pas. Donc ça permet vraiment une portabilité transparente du code du local vers le cluster, vers la production. Du coup, une fois qu'on a entraîné notre modèle, on souhaite l'évaluer. Donc, on passe par des matrices de confusion classiques. La manière dont ça se lit, c'est que en horizontal, vous avez les thématiques labellisées, donc les échantillons regroupés par thématique. Là, ici, on va avoir retard G30, c'est tout ce qui va concerner les retards autour de l'intercité TGV. On va avoir des choses autour de retrouver mon billet, donc des questions qui vont savoir comment apporter un billet, des trains non réservables, des échanges en conditions normales, donc quand une personne souhaite échanger son billet pour des raisons personnelles, ou en échange en conditions perturbées quand il y a des grèves ou des phénomènes météorologiques qui impactent votre train et qui du coup font que le train est annulé. Nous, ce qu'on veut pour notre routeur, c'est évidemment que la diagonale, les chiffres sur les nombres sur la diagonale soient les plus élevés possibles, puisque ça veut dire que notre routeur les classifie correctement. Mais il y a des cas où c'est pas le cas. Par exemple, ici, on voit qu'il y a 9 questions identifiées comme étant des questions d'échange en conditions perturbées, donc des personnes qui ont subi potentiellement une grève et qui ont été classifiées par notre auteur comme étant des échanges en conditions normales. Donc là, ça serait très pénalisant pour notre utilisateur parce qu'il n'aura pas les informations qu'il souhaite. Et une des manières qu'on peut envisager pour régler ce problème-là, bah, c'est d'enrichir davantage cette classe-là dans le dataset d'entraînement, afin justement de mieux la représenter et aider notre auteur à se faire une meilleure idée de ce qu'est la distribution des données au sein de cette classe. Voilà. Une fois qu'on a un modèle qu'on souhaite mettre en production, on a notre modèle il faut un peu lister les contraintes qu'on va avoir. Donc, le routeur, il est au tout début. Ça veut dire que lui, il va se prendre 100% du trafic dès la première vague, dès que notre bot va être activé en production, même sur la vague 1. Et du coup, il faut qu'il puisse adresser ce trafic-là directement. En plus de ça, il est au tout début, donc ça veut dire que il faut qu'il puisse avoir un temps de latence relativement faible, puisqu'il va y avoir derrière tout le reste du bot ou potentiellement par la suite d'autres choses. Et si possible, on souhaite limiter les coûts d'inférence tout en maintenant le niveau de performance ML, puisqu'on souhaite quand même bien orienter nos utilisateurs sur les orienter sur les bonnes thématiques. Quand on faisait le bilan d'un modèle entraîné
avant optimisation, on se rendait compte que en latence, ça faisait pas l'affaire. Et en plus de ça, le modèle était relativement lourd. Du coup, on a décidé de procéder à un certain nombre d'optimisations, comme par exemple la quantisation pour réduire déjà le poids du modèle, mais aussi et surtout de l'optimisation de la CPU, donc notamment avec la librairie Optimum, si vous connaissez, qui permet par exemple d'avoir un modèle qui est porté sur un format qui puisse supporter par exemple les instructions BNNI des puces Intel, des nouvelles puces Intel, donc qui permet de prendre en compte des calculs un peu parallélisés. Et aussi des choses comme le format graph, donc ONNX, mais là, la partie runtime, où en fait, il va y avoir dans le format graph des actions aussi pour essayer de factoriser des calculs ou bien sommer des constantes qui seraient à différents niveaux dans votre modèle. Et grâce à ça, en fait, on a permis de réduire drastiquement la latence tout en maintenant le niveau de notre accuracy. Et en restant du coup sur des machines qui sont assez faibles, donc aussi peu coûteuses. Donc si on résume un peu tout ce pipeline-là et comment on a porté ce modèle en production, on avait nos données d'entraînement et de validation qu'on a annotées du coup à la main et qu'on continue d'annoter assez régulièrement pour justement enrichir les jeux de données et à chaque entraînement améliorer le routeur le plus possible. Avec notre retrainer donc, qui nous permet de faire l'entraînement sur plusieurs GPU, sauvegarder le modèle fine-tuné, puis sur d'un coup des machines plutôt CPU, le quantiser, l'optimiser pour le réduire et l'enregistrer sur MLflow avec tous les côtés experiment tracking et modèle registry pour après le déployer en production. Tout ça orchestré dans un DAG Airflow pour que ce soit vraiment automatique en un clic, pouvoir lancer l'entraînement le plus rapidement possible et avoir un modèle qui soit déployable assez facilement. Maintenant, une fois qu'on a mis tout ça en place, il se trouve que très rapidement, on a eu besoin de notre architecture, puisque lorsqu'on a activé à la première vague, le 23 octobre, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement pour nous, on a eu quelques erreurs 500 au début. Ce qu'on a pu faire grâce au système de feature toggle, c'est très rapidement réduire le trafic, puisque ça venait d'un problème de routing un peu plus haut de notre bot. Et du coup, ça nous a laissé le temps de pouvoir travailler sur notre bug fix et de rétablir euh, une fois que le bug était passé, enfin que le fix était passé, pour rétablir le trafic à 100%. L'idée là, c'était que ce feature toggle puisse être utilisé à chaud. Donc ça, c'était une première exemple. Donc lorsqu'on a fait un déploiement, on a eu aussi l'occasion de l'utiliser plus récemment suite à un bug qui était plus côté AWS, donc c'est notre provider, où typiquement on avait nos guardrails qui flashaient parce qu'il y avait un souci de leur côté. Et ça, du coup, ça faisait crasher notre RAG. Et du coup, notre circuit breaker qui a été mis en place, au lieu d'envoyer bêtement une erreur 500 à nos utilisateurs, envoyer directement sur le fallback. Ça, c'est une autre utilisation qu'on avait eue assez récemment d'ailleurs. Et du coup, l'idée, c'est de toujours essayer de prévoir une place pour l'imprévu euh, et de pouvoir surtout se laisser une marge de réactivité le plus possible à chaud. Voilà. Autre chose, plus d'un point de vue, on va dire, métrique d'utilité pour nos utilisateurs, suite aux A/B tests qu'on a pu faire avec notre ancien bot, qui avait des performances assez basses, il se trouve que très rapidement, on voit que la solution qu'on a mis en place a eu un impact significatif auprès d'eux. Et ça se voit même aussi dans les taux de recontact au centre de contact. Donc, il y a eu quand même un impact non négligeable de ce côté-là aussi. Et le routeur, du coup, nous permet aussi de savoir sur quelle thématique potentiellement on est encore assez faible et sur lesquelles, du coup, on peut améliorer notre solution au fur et à mesure et donc itérer comme ça de plus en plus pour variabiliser et vraiment être spécifique sur tous les points. Voilà. Merci à vous, en tout cas. Du coup, si vous avez des questions. Ouais, sur la partie annotation, Ouais. est-ce qu'aujourd'hui, tu entrevois un moyen de scaler ça avec de l'IAGM? Alors,
Pour le- Aujourd'hui, c'est les petites équipes qui aident vraiment Alors, les soirs. il y a, on a deux modèles qu'on a fine-tuné. Donc, on a fine-tuné le routeur et on a fine-tuné aussi notre retriever, donc l'embedding. Et pour l'embedding, par contre, on s'est pas amusé à faire de notation croisée, ça allait être compliqué. Donc, on a, enfin, surtout, donc, Timothée, a utilisé le principe de génération de données synthétiques en itérant au fur et à mesure avec de l'IAGène pour générer un ensemble de données plutôt représentatives de ce qu'on pouvait avoir en prod avec les FAQ associés, ce qui nous permettait d'avoir un jeu de données assez rapidement en quelques jours au lieu de quelques semaines d'annotation. Pour justement fine-tuner. De plus en plus, on se dirige vers utiliser ça si on veut améliorer assez rapidement et drastiquement. D'ailleurs, cette personne, Timothée, a créé une librairie sur GitHub si vous voulez y participer, qui s'appelle Simda, pour justement générer des données synthétiques très rapidement en une commande avec une sorte de pipeline que vous lui donnez et il l'exécute. Justement, j'avais une question pour rebondir à ce truc-là de dataset. Comme vous l'avez dit, il a été fait à la main. Est-ce que vous avez été confronté à un phénomène de surapprentissage? Comme j'imagine que ça a été un dataset petit, je pense. Ouais. Alors, au tout début, oui, parce qu'on n'avait pas utilisé cette. Maintenant, on utilise déjà une technologie, enfin, un entraînement plus classique. Avant, on utilisait une méthode setfit. Je sais pas si tu as entendu parler. En fait, c'est une manière. Ça décompose en fait l'entraînement. C'est spécialisé justement pour tout ce qui est petit dataset. Où au tout début, tu vas entraîner, on va dire, un embedding qui va avoir pour but, par exemple, tu prends toutes les questions que tu as labellisées à la main, tu vas faire des paires de questions, donc tu vas appareiller toutes tes questions les unes avec les autres. Et l'idée, c'est que si c'est la même thématique, ça va donner un label 1. Si c'est pas la même thématique, ça va être 0. Et comme ça, tu vas avoir, par effet quadratique, en fait, très rapidement, un dataset beaucoup plus volumineux. Là, très vite, tu vas overfitter à cause de ça. Et ça, c'est le premier effet. Le second est, alors pour revenir à ta nouvelle question, nous, ce qu'on fait actuellement, c'est, au tout début, on est parti d'un dataset où il y avait vraiment les mêmes, enfin, dans le dataset d'entraînement, c'était des questions qu'on a quand même regardées pour essayer éviter d'être trop proches les unes des autres. Mais notre dataset d'évaluation, là, il y a vraiment le même nombre de thématiques, même nombre d'échantillons par thématique, pour que là, on ait une évaluation assez faire. Et l'idée, vraiment, c'est que quand on a un point négatif, on voit régulièrement dans nos retours de feedback, où on regarde les feedbacks des utilisateurs et qu'on voit qu'il y a un problème d'annotation du routeur. Là, on se dit, bah, il semble y avoir un point à creuser. Et là, par la suite, on va enrichir notre dataset d'entraînement de questions venant de ce point-là spécifiquement. Si on prend le jeu de données d'entraînement à la base, et celui qu'on a maintenant, il est quand même plus enrichi, parce qu'on a des points assez réguliers, on regarde assez régulièrement, un peu comme un human in the loop, où on va regarder les questions et voir s'il y a eu un feedback négatif, à quoi il est dû, et s'il est dû au routeur, et va du coup prendre ces informations-là pour enrichir et entraîner. Le routeur, la fonction, enfin, il y en a plusieurs, mais une des fonctions, c'est en fonction de la thématique, il renvoie sur un vector store différent, ou c'est toujours le même vector store? Pour l'instant, c'est le même vector store. Donc en fait, comment il oriente En fait, ce qui va réellement changer actuellement, ça va être les instructions qu'on va lui donner, le few shots. Et aussi, ce qui va être modifié très bientôt, c'est sur certaines thématiques, on va ajouter des reformulations, par exemple, pour éviter des tournures de phrases qui induiraient le LLM en erreur, ou ce genre de choses. Donc là, on pourra ajouter, plus customiser dans ce sens-là, par exemple, pour des thématiques, on va dire, particulièrement sensibles, où là, on va essayer de plus de restreindre on va dire le champ des possibles d'interprétation du LLM vis-à-vis de la question de l'utilisateur. Ça peut être une chose possible. Nous, on utilise le même vector store. Après, ce qu'on se laisse et ce qu'on envisage aussi, c'est d'ajouter des métadatas justement par thématique, par exemple remonter qu'un certain nombre de facs ou des choses comme ça.
Et le routeur, il peut aussi servir, par exemple, à, si tu as des thématiques où ta réponse, elle a pas forcément besoin, elle est pas très sensible, pas très critique, tu peux te dire, bah, je vais orienter sur un petit modèle versus un grand modèle. Donc, tu peux variabiliser aussi. Mais alors, du coup, le routeur, il utilise pour c'est le prompt qui change, grosso modo. Ouais, pour l'instant, oui. Et donc, dans le prompt, il y a de la metadata pour justement filtrer finalement au sein du dataset, enfin, du vector store, faire remonter plus des thématiques qu'une autre. Ou... C'est ce qu'on tend vers pour l'instant, Ouais. pas ça. Pour l'instant, c'est vraiment juste le prompt qui est modifié en fonction de la En fait, donnée. dans le prompt, il y a vraiment des instructions génériques et il y a un tas d'instructions spécifiques par thématique. Ça, c'est actuellement ce qu'on voit, enfin ce qu'on a mis en place, parce que plus rapide et assez efficace. Éventuellement, plus tard, pour certaines thématiques, on pourra aussi se dire d'aller vers, pour certaines thématiques où il faut de la personnalisation plus forte, par exemple, échange d'annulation, aller, si nos feedbacks vont dans ce sens, vers du RAG agentique, où là, si une personne est connectée, typiquement, on va pouvoir essayer directement de regarder des configs du billet pour voir quel cas s'applique et essayer d'être plus simple. Voilà. Encore une question, vous avez jamais regardé le knowledge graph ou qui peut-être aurait pu répondre justement à cette problématique de différents domaines, différentes thématiques. Non, là pour le coup, non. En fait, à l'époque, quand le bot a été initié, on parlait beaucoup de RAG, donc on est parti là-dessus. Mais en fait, il y a eu toute une idée de tester déjà si on était capable de le faire en prod et de s'éviter des réponses des fois peut-être un peu mauvaises ou qui pouvaient amener à un peu nous mettre en porte-à-faux. Et maintenant qu'on est un peu plus rassuré à ce niveau-là, on peut penser justement à des améliorations diverses et variées. Oui. Pour la petite histoire, en fait, de routeur sémantique, c'est derrière routeur, donc on a compris qu'il y a son aiguillage. Oui. Le mot sémantique, qu'est-ce qui se cache derrière, en fait? Sémantique, c'est vraiment la notion de thématique, en fait. On a envie de dire routeur par thématique, mais. Il n'y a pas de notion de web sémantique ou de non. C'est sémantique au sens thématique métier. Ouais. Oui. Quel est le comportement si on pose une question hors contexte? C'est-à-dire, je sais pas, quelle est la recette des crêpes? Alors, on a prévu, on a une thématique autre, justement, qui est une thématique un peu à part, ou quand il y a une question hors contexte de thématique métier, bah, ça c'est redirigé vers ça, et donc un fallback classique peut répondre. Maintenant, c'est toujours un peu le cas des classes comme ça, un peu pour tout. C'est que des fois, on peut avoir aussi des questions qui sont le modèle ne comprend pas trop, bah, il les met en autre, alors que c'est pas ce qu'on veut. Donc justement, on fait aussi très attention à ces thématiques-là et à bien regarder dès que c'est classifié en autre. Est-ce que c'était vraiment du hors contexte, donne-moi la recette du gâteau au chocolat, ou alors juste notre modèle n'a pas compris. Tu parles du vanilla de loop tout à l'heure. Est-ce que vous faites de l'analyse a posteriori des réponses qui ont été choisies et vous l'utilisez derrière pour entraîner Oui, régulièrement, en fait, chaque semaine, on a des points, justement, où on se fait un subset de questions, où justement, on va regarder des questions où l'utilisateur a dit comme quoi la réponse n'était pas pertinente. Et là, on va regarder exactement quelle est la cause avec les gens du métier et essayer de déceler la brique qui va pas. Et quand c'est un problème de retrieving ou de routeur, là, on va pouvoir se les ajouter dans une US qu'on va traiter là assez sous peu d'ailleurs. Mais du coup, c'est pas industrialisé dans le Non, il n'y a pas encore de continuous learning. Ouais. Mais on veut tendre vers ça aussi. Oui. Le routeur en lui-même, c'est un petit LLM ou un modèle plus classique de classification? C'est un E5 à la base, qu'on a avec juste une surcouche dessus une danse pour la partie thématique. C'est vraiment ça. Donc c'est un modèle, on va dire maintenant aujourd'hui relativement petit sur Gameface. C'est des modèles d'embedding multilingual E5. Je crois qu'on prend la version large. C'est à l'époque, lorsqu'on l'avait pris, c'était l'un de ceux qui étaient le mieux classés dans le leaderboard MTEB, du coup, dans la partie retrieving en français.
Il y en a combien de thématiques enfin, de classifier? Aujourd'hui, il y en a une quinzaine, justement, on essayait de les réduire un maximum, d'où le travail, on va dire, partir de thématiques assez génériques et pour adresser la totalité. Et ensuite, vraiment essayer de créer des thématiques que quand on voit qu'il y a un réel besoin, dans un premier temps. Et prendre un transformer, un bête transformer, 400 millions de paramètres. Bah, on avait essayé différents modèles, en fait, et je trouvais que c'était celui-ci qui fonctionnait mieux. Lequel? Le i5. Le oui. Mais aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a eu un modèle qui a été release sur Hugging Face qui s'appelle Eurobert et qui est censé être plus performant sur des langues européennes. Donc, potentiellement, on va regarder ce que ça donne aussi pour voir s'il a une meilleure compréhension des fois des mots. On a remarqué que dans notre contexte, on peut avoir par exemple le mot option qui a vraiment deux significations différentes, soit une option de pose de billet, soit une option sur le site, et des fois, ça oriente forcément dans le routeur un peu mauvais parce que dans le contexte, il a du mal à comprendre. Le bot, il est seulement en France? Actuellement, oui, Ouais, que sur les actuellement, marchés français. Vous avez checké qu'il y a un ouvert? Oui, on que ça a l'avait été regardé à fait, l'époque. Oui, il y a eu un large test de pas mal de modèles. Et en fait, c'est vraiment celui-là qui a le mieux marché. Les modèles, comme Camembert, tout ça. Faire un peu attention, parce qu'à l'époque, ils étaient peut-être sous-entraînés. Il n'y avait pas encore les chinchilla, scaling low et ni rien, donc on va dire que c'est un peu plus hasardeux de prendre sur ces modèles très anciens. À cause de ça. J'avais encore une petite question, justement par rapport à ces modèles. Vu qu'ils sont, je pense, assez volumineux, enfin relativement volumineux, comment ils sont déployés en prod du coup? Est-ce que vous utilisez les API, par exemple, API d'Anthropic, ou est-ce que vous les encapsulez dans le code? Les LLM, oui, le LLM d'Europe. Ça, c'est en API, donc c'est en on-demand. Autre chose, qui était de retour de prod, c'est que la latence du modèle va dépendre un peu de la saisonnalité. On l'a bien vu au niveau du Black Friday, où les temps de latence étaient beaucoup plus élevés que d'habitude. Il y en a eu aussi un peu en début d'année. On a eu des gens qui voulaient revendre leur cadeau de Noël. Et du coup, ça fait que parfois on peut avoir des soucis comme ça. Ouais. Mais il n'y a que le LLM qui est en API via AWS, sinon par exemple que ce soit notre retriever ou le routeur. C'est vraiment des modèles qui, eux, sont déployés chez nous, sur notre infra à nous, et on gère du coup la latence directement. Donc c'est pour ça qu'on les a vachement optimisés, quantisés, on a énormément travaillé là-dessus. Donc le gros de la latence représenté par le problème que tout le monde a, je pense, quand on utilise un cloud provider et leur solution à eux, et pas des solutions chez nous. Et un LLM, enfin, pourquoi pas utiliser un LLM open source? C'était pas suffisamment performant? Alors, en fait, on s'est posé la question aussi, on se la pose toujours. Mais je crois qu'au début, ça a été choisi comme ça pour aller vite. Ouais. Le premier point, c'était parce que les modèles à l'époque étaient mieux côté privé. Et aujourd'hui, on peut se poser la question. Après, ce qui nous freine aussi, c'est la stack technique derrière. Est-ce qu'on est vraiment en gain d'un point de vue coût ou pas? Et donc là, c'est plus une question coût-bénéfice à regarder. Mais on peut se poser la question de bouger d'un provider à un autre. Quoi. Voilà. Parce que est-ce qu'un modèle aujourd'hui, avec les progrès qui ont été réalisés sur les petits LLM, un modèle, je sais pas, de 24 millions de paramètres, ou est-ce que ça suffirait pas par rapport à un système anthropique? Quand même, l'air de rien, les questions des utilisateurs, faut avoir en tête que ils sont pas experts et parfois ils connaissent pas vraiment le problème auquel ils font face. Donc ils vont le dire avec leurs mots. Il faut quand même vraiment une capacité de raisonnement. C'est pas aussi trivial que ça de trouver la bonne réponse à des questions d'un utilisateur qui dit j'ai un problème de paiement, lequel c'est. Ça peut être plus compliqué. Et du coup là il faut quand même un modèle capable de raisonner assez puissant, l'air de rien. Après, il y a les cycles de vie des providers. Là, typiquement, il y a AWS qui va décommissionner Sonnet 3, qui se trouve être un des modèles qu'on utilise. Du coup, là, on se trouve à devoir basculer
dans l'urgence, non, mais très rapidement vers sans doute le 3.7 qui a des quotas beaucoup plus élevés, mais du coup se pose des questions aussi derrière de à quel point il est adapté pour notre stack. Et donc se posera peut-être des questions d'évolution à terme. Ouais, il faut se dire que donc ça a commencé il y a quelques mois et maintenant ça a vraiment beaucoup bougé. Il y a aussi des modèles, on l'a vu, ne serait-ce que DeepSeek qui a vraiment rebattu les cartes assez fortement. Mistral qui est arrivé aussi avec des modèles qui sont peut-être un peu moins performants mais qui répondent infiniment plus vite que les modèles américains. Donc il y a beaucoup de choses qui se posent comme question aujourd'hui aussi à ce niveau-là. Là, à la limite, se pose la question de fine-tuner avec du LoRa, LoRa, un LLM justement pour essayer peut-être là avec un modèle plus petit, de faire quelque chose. Mais on n'en est pas encore à ces questions-là pour l'instant. De toute façon, on veut juste sécuriser l'ensemble du périmètre sur la solution actuelle et on verra après toutes les évolutions possibles. Il y a zéro problème de confidentialité sur votre application. C'est pour ça que vous utilisez des LLM type AWS. Du coup, nous, toutes les données qu'on a, on les anonymise à la fin. C'est qu'on garde, sinon on les garde pas. Après, là, tout ce point-là, en fait, tombe un peu sous le contrat qu'on avait avec AWS. Donc, normalement, il faut une étendue de garantie que Anthropic doit suivre, si c'est Anthropic ou tel autre. Voilà. C'est un peu ce point de portabilité de. J'ai une petite question, si vous avez mis en place une partie d'évaluation en fait, du RAG. Oui. Okay. Oui, du coup, c'est avec Ragas actuellement. Okay. Du coup, on utilise beaucoup Answer Correctness, Answer Relevancy, Context Recall, tout ça, pour justement essayer de voir en amont sur des tests un peu automatisés qu'on a nous, parce qu'on n'est pas expert métier, à partir de datasets que nous ont donné les experts métiers justement pour pouvoir, quand on fait des itérations, voir si on améliore, dégrade les performances, que ce soit en prompt ou sur l'embedding. L'embedding ou même les autres choses dans le routeur, parce que c'est un routeur hybride, enfin un retriever hybride. Et du coup, là, on peut regarder comme ça. Et une fois qu'on est suffisamment sûr, qu'on s'est fait une conviction, il y a une repasse métier avec des tests fonctionnels. Alors j'ai une question, je découvre un peu l'IA, mais dans un contexte, j'allais dire, de guerre économique, actuellement, quelle est la solidité de votre solution? C'est-à-dire si demain, Anthropic se fait taxer à 75 000%, quel est votre backup? Voilà. C'est bien dit. Oui, non, là, pour le coup, on aurait mal sur la partie LLM. C'est pour ça que toutes les questions se posent aujourd'hui, comme je disais, soit d'une solution on-prem, mais sur notre infra à nous, soit du Mistral, parce que c'est européen, donc un peu plus. Il y a beaucoup de questions qui se posent comme ça. Sur AWS aussi, si AWS se fait taxer, ce qui tend vers l'inflation, ça va être compliqué. En plus, et puis si vous avez indiqué que vous alliez peut-être aller vers de l'agentique avec la capacité d'aller interroger vos bases, là, ça va créer peut-être des questions de confidentialité. Les données, elles vont pas partir aux États-Unis. Ouais. Je sais pas quoi. C'est pour ça qu'on l'a pas encore fait. Après, normalement, on se contente de la zone Europe. Donc, normalement, tous nos modèles sont soit en France, soit en Union européenne. Peut-être un retour au chatbot. Je vous le souhaite pas. En fait, on a. Alors, toute notre stack, il y a des tags dessus. Donc, nos ressources, elles sont taguées classiquement par projet. Donc, on peut suivre les coûts, on va dire, infra classiques. Et les appels à LLM, maintenant, on utilise Inference Profile, application Inference Profile, où là, on peut ajouter des tags dessus. Et maintenant, du coup, les coûts associés au modèle, ils sont montés directement. Justement, c'est plutôt avant, avec un chatbot internalisé, j'ai envie de dire, sur un arbre sémantique, c'était vous qui gériez les coûts. Là, quelque part, s'il y a un utilisateur malveillant qui s'amuse à lancer des questions en rafale, vous avez vite des garde-fous Alors, on a des guardrails
Après, si bah, il y a, bon, Pierre, il y a toujours les quotas, mais bon, c'est-à-dire. Non. Après, honnêtement, si c'est vraiment toujours la même question, déjà, il faudra qu'il y passe du temps, hein, parce que c'est ça. Bon, il y a quand même une latence non négligeable, hein, donc il ne peut pas envoyer 10 000 requêtes les unes après les autres, enfin en même temps. Et si vraiment il y a ça, après il y a d'autres paramètres plus hauts où on regarde bah, tout ce qui va être connexion. Enfin, si c'est un robot qui est en train de faire des actions, il y a des pare-feux plus hauts qui le stopperont. Ouais. Est-ce que vous avez des limitations de messages ou c'est limité par Alors on limite la taille de contexte, on ne va pas mettre au-delà de. On va pas faire la main. Parce que bah, tout simplement, vous voulez avoir votre réponse max dans les 20 secondes, on va dire. Vous n'avez pas parce qu'on n'est pas en streaming actuellement. Du coup, si on mettait une contexte vraiment trop grande avec je sais pas, toutes nos pages FAQ directement, bah vous allez avoir la réponse dans 10 minutes, mais vous n'avez pas eu une réponse. Donc c'est pas le cas. De messages aussi, c'est le nombre de messages qu'on peut envoyer par exemple par jour, c'est limité. Actuellement, non. On n'a pas de choses comme ça. Bon, les seules limitations qu'on a, c'est côté vraiment AWS avec Bedrock et du coup les quotas qui font. On va devoir mettre des idées qui font qu'on va devoir faire des choses. Tu n'as pas pensé à utiliser du cache? Du cache, le problème c'est que vraiment les questions en fait elles sont formulées très différemment les unes des autres. Même si à la fin. Par rapport au sens, va regarder la réponse. Alors, c'est une idée qu'on a. Après, vraiment, en vrai, c'est pas simple parce que, comme je disais, il peut y avoir deux questions très proches qui vont avoir en fait des résolutions très différentes. Je sais que ça fait, c'est pas simple à expliquer comme ça, mais on peut avoir une question, par exemple, sur une personne qui va dire, j'arrive pas à poser une option, enfin, ou à concrétiser mon option. Et quelqu'un d'autre en fait va dire bah c'est pas je retrouve pas mon option. En fait ça va pas être la même chose et ça pourrait être tagué dans la même chose d'un point de vue LLM. Donc ça peut être sur ces nuances là en fait. Et voilà. Quand je joue le chat historique, si par exemple une personne répète chaque jour la même question, bien il a oublié. Si vraiment la personne n'est pas satisfaite, elle peut contacter le service client enfin quand même. On n'est pas méchant à ce point. Mais oui, c'est possible de contacter directement le service client. D'ailleurs, au bout d'un certain temps, sans doute on fera ça. Au bout de X questions, dire bah écoute, il y a un service client. Philippe, il a dit non. Vous avez pu voir une satisfaction de client grâce à ça qui a multiplié, par exemple, grâce au chatbot? Du coup, oui, par thématique, on peut le regarder. On suit donc directement le taux de satisfaction que remonte l'utilisateur. Est-ce que la réponse lui a été utile? Nous, derrière, il faut qu'on fasse des analyses plus particulièrement pour voir si la réponse n'est pas utile parce qu'elle est réellement mauvaise ou si parce que ça ne lui plaît pas la réponse. Ça peut arriver. Non, mais ça peut arriver malheureusement. Et sinon, on regarde aussi le taux d'autonomie derrière. Si la personne a besoin derrière de faire un appel à un contact ou revient contacter par une autre manière que ce soit un centre de contact, ou si elle arrive à faire ses actions par ailleurs. C'est les deux principaux. Il y a une question derrière le truc du comment tu sais que ça lui plaît pas, parce que je vois pas de lever pouce bas dans l'interface là. Mais est-ce que dans l'interface, il y a. En fait, à la fin, il y a cette question-là. J'aimerais connaître votre avis. Ça nous donne, ça nous donne directement, la personne, elle peut noter, dire la raison pour laquelle ça ne lui plaît pas. Et s'il faut, elle peut contacter un outil. Mais avant ça, il n'y a aucun moyen de donner son avis. Genre, s'il veut fallback, il veut lâcher l'affaire, il veut juste se casser, il est vénère. Il ne veut pas juste mettre un pouce là, tout bas. Non, là, actuellement, non. Mais je crois que c'est dès la première question ou après la réponse, il te propose est-ce que ça t'a été utile ou pas. Okay. Et c'est justement avec ça qu'on se sert pour relabelliser nos données derrière, revoir notre système, savoir quelle brique n'a pas marché quand la personne n'est pas contente. Oui. Justement, j'ai pas suivi. Vous gardez l'historique à chaque fois et vous remontez en fonction de si en fait l'utilisateur n'est pas la bonne.
catégorie de questions. Ah, sur une conversation, une historique de conversation. Actuellement, oui, on refait appel au routeur à chaque question qui a été faite par l'utilisateur, parce que potentiellement, il peut poser deux questions différentes. C'est un débat en fait qu'on a un peu. En fait, on pourrait se dire qu'on fait une fois par session ou autre, mais on verra. On n'est pas super convaincu. Il n'y a pas de conviction très forte autour de ça. Donc c'est pour ça que actuellement on fait un appel à chaque question au routeur. On simplifie, on mettait l'historique vers le chat ou juste la dernière question. Alors actuellement c'est plutôt la dernière question. La question qui se pose pour nous c'est éventuellement parce qu'on a une brique de reformulation aussi. Ce serait pas directement pour au-delà de la première interaction faire la question reformulée, qui est elle censée être la question la plus à jour de l'utilisateur. Par exemple, s'il venait juste d'ajouter un complément de réponse, que on ait la réponse initiale plus le complément, qu'il soit envoyé à notre auteur plutôt que juste le complément qui peut parfois orienter vers une mauvaise thématique. Ouais, en fait, de faire un appel au routeur à chaque fois, tu peux t'imaginer un cas où tu poses ta question, le système te répond. Tu t'apportes une information et là, d'un coup, le routeur, il a dit, ah bah, l'autre thématique, et ça, c'est une thématique où pense à un fallback. Ah bah, ça veut dire, ce sera ça, merci, au revoir, est-ce que ça t'a été utile? Donc, c'est pour ça que c'est en question toujours, on sait pas. Ouais. Pardon, ça veut dire que dans l'état, chaque appel sont indépendantes. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas ce retour-là de conversation. Alors, ce flux-là de conversationnel. On va loin dans le détail de notre solution, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le retriever va y avoir la question reformulée, parce que c'est le plus simple pour lui. Le LLM, lui, il va avoir la conversation. Le LLM, lui, il va avoir la vraie conversation de l'utilisateur qui va lui être fournie pour qu'il puisse faire lui-même son avis sur la conversation qui lui a été mise et la dernière interaction de l'utilisateur. Mais en fait, on en a vu que pour la partie retriever, le plus simple, c'est que ce soit une interaction sur un système single interaction. Pour la partie, on va dire, générative, en fait, on peut se permettre d'aller sur du conversationnel, enfin, avec un historique de réponses et de questions de l'utilisateur. Oui. Oui, du coup, désolé. Ouais. Donc tout à l'heure, vous disiez le routeur, il adapte en fait le prompt en fonction de la thématique. Il y a également une brique de reformulation de la question. C'est celle-ci qui est utilisée pour la recherche sur le vector store. Et du coup, le fameux prompt avec beaucoup de détails techniques adaptés, il est modulable. Il est utilisé à quel moment? Vraiment à la partie LLM, sur la partie quand on va faire notre converse, Bedrock Converse. Là, on va avoir le système du coup, le user. Comment est-ce que l'interrogation du vector store a été améliorée en elle-même? Au début, le problème que vous disiez sur votre premier bot, il y avait visiblement des problèmes. Et souvent, ça vient du retrieval. Du coup, là, comment est-ce que le retrieval a été amélioré? Alors déjà, le retrieval, il est amélioré. Après, la question que reçoit le retrieval, c'est la question reformulée, qui est censée prendre en compte tout l'historique et faire un peu la synthèse de quelle est la dernière question à l'état, pour améliorer aussi cet aspect-là. Mais je suis d'accord avec vous, c'est une adaptation un peu de quelque chose qui a été fait pour être une seule interaction, une seule question à la fois, à quelque chose de plus collaboratif. Oui. Moi, j'avais encore une question de Lucien. Est-ce que vous avez évalué le coût de fonctionnement de votre solution? C'est-à-dire, si demain ça scale, est-ce que c'est financièrement supportable ou est-ce que c'est un prix sans fin? Alors, actuellement, c'est considéré comme supportable. Les estimations, c'était fait dès le départ. C'était un peu un casse-tête d'ailleurs à mettre en place à partir du. Parce que c'est des facturations au token, donc il faut commencer à avoir une vraie idée du nombre de tokens moyens, tout ça. Donc, faut mettre un certain nombre de métriques, on va dire, techniques en place.
Mais maintenant, on les a et oui, actuellement, c'est considéré comme supportable, au vu notamment derrière des vestes de recontact qui sont au centre client qui sont très chères. Mais effectivement, se pose la question à chaque annonce de Donald Trump, ça va continuer à l'être. Et après, on ira tous boire. C'est l'extension justement quand vous discutez même à l'heure actuelle en termes de PRI, vous avez plusieurs vagues, là les petites petites, mais votre truc qui encaisse à chaque fois, donc derrière il y a des grosses machines, donc il faut faire une pré-réponse aux clients. Le routeur, pas la même chose. Bah, en fait, le routeur vraiment il prend la 100% des questions qui sont considérées comme étant des questions d'aide en ligne, enfin, de la thématique où l'utilisateur cherche à avoir une réponse sur une fonctionnalité. Si derrière, en effet, on a, à la fin de l'année, on n'aura pas 1,5 milliard de visites normalement sur notre routeur. Ça, en fait, il y a un autre routeur au-dessus qui est le routeur historique de notre application qui vient faire le dispatch entre questions pour réserver un billet, pour réserver un Navigo, enfin recharger un Navigo, tout ça. Et en fait, Non, il prend que la thématique aide en ligne et en fait déjà dans ça, il y a énormément de choses qu'il faut adresser. La taille de votre FAQ, Elle est relativement la taille de la FAQ. En fait, c'est relativement faible. En fait, on a une centaine de pages FAQ qui sont mises à jour quotidiennement. Enfin, plus que quotidiennement, mais on garde ça quotidiennement, on met à jour quotidiennement. Donc moi j'en ai une dernière, c'est la dernière des dernières. Quand est-ce que du coup on a le chatbot qui est complètement migré? 31 mai. Oh putain c'est précis. Ok. Voilà. Ok, merci Xavier, merci Com.